Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2021. 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Dans cette émission, Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire écologiste. Vous ne la connaissez peut-être pas tous très bien, alors on prend le temps d'une émission pour la découvrir. Et puis, à quelques jours des Césars, entretien avec la cinéaste Alice Diop, cinéaste engagée qui sort un film, son titre « Nous », une exploration documentaire et poétique le long du RER B. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Mais avant de commencer cette émission, une petite mise au point. Nous vous annoncions la semaine dernière, Gabriel Attal sur notre plateau ce jour. Le porte-parole du gouvernement avait confirmé sa présence ce lundi pour répondre aux attentes des nombreux jeunes que nous avons interviewés la semaine dernière dans nos différents reportages. Invitation lancée il y a 15 jours, déjà reportée, finalement annulée hier matin pour, nous dit-on, cause de réunion sur la vaccination. Voilà en tout cas ce que les jeunes que nous avons rencontrés avaient à lui dire. Bonjour, je m'appelle Rémi Lagarcin, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master art de la scène à Lille et je suis aussi étudiant au conservatoire d'art dramatique de Lille. Ma question, elle est sur 2 points, c'est est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment de lancer des débats aussi bêtes que l'islamo-gauchisme pendant que vous créez des étudiants suicidaires, seuls, isolés? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'augmenter les bourses pour aider les étudiants autres que les repas à 1 euro? Bonjour, je m'appelle Lucille, je suis étudiante en sociologie à Lyon 2 et aussi syndicaliste étudiante. Du coup, je voulais vous demander qu'est-ce que vous comptez trouver comme solution concrète pour les étudiants? Parce que là, actuellement, c'est la merde, on crève de faim, pour certains, on crève tout court aussi. Donc quand est-ce qu'on peut avoir des choses concrètes comme par exemple une annulation des loyers en crous pour les plus précaires d'entre nous, des aides d'urgence massivement distribuées et pas 150 balles distribuées à 3 personnes. Et quand est-ce qu'on a aussi des moyens dans les universités pour étudier dans des conditions correctes? Alors, on espère que le porte-parole du gouvernement n'a pas décliné parce qu'il y avait des journalistes et non des influenceurs sur ce plateau. En tout cas, notre invitation à Gabriel Attal tient évidemment toujours. En tout cas, vous êtes là, Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous avez 49 ans, Portrait Express, vous enseignez l'économie de l'environnement à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille aussi. Ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, vous avez été vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, quand ça s'appelait encore la région Nord-Pas-de-Calais, et vous êtes surtout donc candidate à la primaire écologiste qui aura lieu en septembre prochain. D'abord un mot sur ces étudiants qui nous ont parlé, qui parlaient là, en l'occurrence au porte-parole du gouvernement qui n'est pas là aujourd'hui, ce qu'il disait. Déjà dire que la situation des étudiants est incroyablement dure en ce moment et que la santé psychique, la santé psychologique des étudiants est grave. Enfin, on est dans une situation qui est extrêmement grave. Moi, j'ai des messages vraiment d'alerte permanents là-dessus. Et que surtout, ce qui m'étonne, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a jamais eu de message envoyé aux étudiants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, dans aucun des discours présidentiels, pris le temps de parler des étudiants, alors que ça fait 1 an qu'ils sont confinés, 1 an qu'ils sont enfermés. Et un pays qui ne respecte pas sa jeunesse, c'est un pays qui ne respecte profondément pas son avenir. Et donc, il est temps de redonner un peu d'existence simplement à cette jeunesse qui a été complètement abandonnée des politiques publiques. Et là, je crois qu'on arrive à une situation qui est dangereuse même. La présidentielle, on l'a dit, vous êtes candidate à la primaire écologiste, elle aura lieu en septembre. La présidentielle, c'est encore plus loin, c'est dans 1 an, c'est loin, finalement c'est assez près. Est-ce qu'elle vous inquiète, cette présidentielle, aujourd'hui, une gauche divisée, une droite à la fois avec plein de candidats et plein de candidats qui sont quand même très portés sur la droite, voire à l'extrême droite. Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce que le paysage vous inquiète à 1 an de la présidentielle? Ce qui m'inquiète, c'est pas tant le nombre de candidats, parce que je pense qu'à la fin, il y a toujours des courants et des arrangements qui font qu'on y arrive. Mais ce qui m'inquiète par contre, c'est les espèces de 2 forces tectoniques là, qui sont en train d'émerger dans la société. Une force du côté conservateur, voire même autoritaire, de repli sur soi, de peur, de haine aussi, et de haine des autres. Et puis, en face, il y a une espèce de société civile qui a des mouvements extrêmement puissants depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, des mouvements antiracistes d'une puissance inouïe, des mouvements pour la lutte des femmes aussi incroyablement forts. Et ces mouvements-là
aspirent vraiment à une forme de débouché politique. Et en fait, la balance en ce moment est un peu à l'équilibre entre ces deux mouvements. Et notre mission à nous, c'est de la faire basculer du bon côté, de donner un débouché à ces mouvements sociaux. Et je crois qu'aujourd'hui, les partis ont du mal à parler à ces forces de la société et qui sont pourtant extrêmement puissantes, quoi, et particulièrement chez les jeunes. Et c'est à ça que je souhaiterais répondre. Est-ce qu'un candidat de gauche peut être aujourd'hui présent au second tour de la présidentielle? Bien sûr, bien sûr, ça j'en suis absolument sûre. Et je pense que quelque chose va se passer de très profond, même dans la société, pour que ça arrive. C'est-à-dire? Mais je pense que si on arrive à faire en sorte que cette énergie sociale et l'incarnation se rencontrent, alors on peut vraiment changer les choses, on peut renverser le monde de manière douce, mais on peut y arriver, oui. Votre slogan, c'est « Les temps changent ». Oui, les temps changent. C'est quoi les lignes fortes de votre programme? C'est déjà de se poser la question de la radicalité écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre. Et ça, je crois que c'est très important de le dire, on ne peut pas se permettre d'attendre, on ne peut pas se permettre d'être dans une forme de conciliation même, on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va repousser à 5 ans parce qu'il y a eu le Covid, les mesures importantes. Et puis derrière, ça renvoie quand même aussi à notre système économique, capitaliste, libéral. Et est-ce que ce système-là est en mesure de prendre et de respecter la planète? Aujourd'hui, la question est posée. Je pense qu'on est dans une économie de prédation, une économie qui prend, utilise et jette. Et c'est profondément ce qu'il nous faut modifier. Et donc la question, c'est la limite de cette économie, l'encastrement de cette économie dans des règles sociales et environnementales, et donc aussi la puissance de l'État derrière qui garantit quand même le bien commun. Et puis il y a aussi la question sociale, et je crois qu'on ne peut plus non plus fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer actuellement, sur la précarisation inouïe d'une partie de la population, toujours aussi en conséquence de ce libéralisme. On voit ces espèces d'auto-entrepreneurs qui sont dans une situation tout à fait gravissime en ce moment pendant la crise. On voit que plein de personnes ont perdu leurs emplois. Et puis on voit surtout que celles et ceux qui tiennent la société, bien, sont celles et ceux qui sont le moins bien payés, qui habitent les quartiers les plus difficiles, qui sont pour partie en dessous du seuil de pauvreté. Et donc on a un enjeu, c'est de tenir, de faire en sorte que cette société tienne. Et en l'occurrence, pour que cette société tienne, eh bien, il faut revoir notre contrat social, donner un revenu d'existence, respecter les personnes qui travaillent et qui ont les travaux les plus durs, respecter leur corps aussi de travailleurs et de salariés. Et ça, c'est ambitieux. Et puis la dernière chose, c'est vraiment de modifier notre démocratie, parce que là, moi... l'idée qu'on attende à 20h comme une espèce de parole religieuse, une mesure qui va conditionner nos vies dans les semaines qui viennent, et cette parole, on ne sait pas sur quoi profondément elle est fondée, à part des taux, des ratios. Mais au fond, là, les Français vont mal. Enfin, il y a une question de santé mentale, je crois, extrêmement importante. Et donc, cette espèce de rapport au pouvoir, on attend comme ça d'en haut. Là, la question, c'est comment redonner du pouvoir au peuple, du pouvoir d'agir, et réformer du coup notre démocratie profondément pour qu'elle soit représentative de ce qu'est la France aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Cette course dans laquelle vous vous engagez, la primaire écologiste, cette course politique, cette discussion politique, est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu? Il y a certains d'autres membres d'Europe Écologie qui semblent vouloir s'en affranchir. Je crois que Yannick Jadot a dit il y a quelque temps, si la primaire rend impossible l'impératif de rassemblement, devient une machine à diviser et donc à perdre, alors je prendrai mes responsabilités. Elle aura bien lieu, cette primaire écologiste, en septembre? Mais ça, c'est tous les concours des égos qui ont lieu dans tous les partis politiques. Voilà. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la question, c'est pas tant quelle est l'organisation particulière qui fera que, c'est comment on fait en sorte de répondre et d'être en phase avec les combats, mais des Gilets jaunes aussi, de tout ce qu'on a vu ces dernières années, qui est un mouvement incroyable, une aspiration incroyable à la liberté, et une aspiration aussi incroyable à ne plus être dominé par un système. Et donc, c'est ça qu'il faut donner comme pouvoir aux personnes, et de leur dire mais venez et venez faire de la politique avec nous, venez changer le système avec nous. Et voilà, c'est pas la question de la primaire, finalement, elle est presque secondaire. Vous parlez de domination. Ce 8 mars, Sandrine Rousseau, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et hier dimanche, vous avez organisé toute la journée une journée de discussion avec des femmes élues ou des activistes que vous avez appelé un marathon écoféministe. En 30 secondes, si c'est possible, c'est quoi être écoféministe? Beaucoup de gens qui nous regardent entendent parler de ce mot, ne savent pas forcément ce que c'est.
L'écoféminisme, c'est de relier la question du rapport à la nature, la question du rapport au corps des femmes et aussi la question du rapport à toutes les personnes vulnérables dans la société. Aujourd'hui, on est dans une société qui prend, qui utilise, qui jette. Et ça, dans un espèce de mouvement de jouissance immédiate de la chose. C'est-à-dire qu'on doit fabriquer un objet qu'on utilise quelques secondes et on le jette. Et tout cela pollue, tout cela utilise des ressources, tout cela met à mal notre avenir. Et on fait la même chose avec le corps des femmes. Et on fait la même chose avec le corps de celles et ceux qui travaillent. On parlait tout à l'heure des personnes qui ont travaillé pendant toute la crise Covid, toutes celles qui travaillent dans les EHPAD, les hôpitaux, etc. Bien, on voit bien qu'elles sont physiquement fatiguées. Et donc, on les prend, on les utilise, on les pressure pour un bien immédiat et on les jette. Et ça, c'est profondément ce que l'on doit modifier, renverser, changer, arrêter. Et c'est ça l'écoféminisme. C'est un programme finalement assez révolutionnaire, en fait. Programme révolutionnaire. Est-ce que c'est un problème d'être aujourd'hui une candidate à l'élection présidentielle en France, qui plus est une candidate féministe à l'élection présidentielle en France? La réponse, on l'aura dans les mois qui viennent. Ce que je peux dire, c'est que ma simple candidature a déjà généré des réactions presque réflexes sexistes, oui. De la part de qui ? De la part de personnes qui s'expriment pour la critiquer. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment le vieux monde, ça, je pense. Et je pense que c'est se tromper profondément de combat que de faire ça, parce que on le voit, et ce qui est en train de se passer dans le monde politique actuellement, partout dans le monde d'ailleurs, c'est quelque chose de très inédit dans notre histoire. C'est qu'auparavant, les femmes qui tenaient les positions les plus importantes dans l'État étaient des femmes conservatrices, c'était Margaret Thatcher, c'était même Angela Merkel, etc. Et là, arrivent au pouvoir dans beaucoup de pays dans le monde des femmes qui sont issus du camp du progrès, qui sont écologistes, qui sont sociales, enfin, qui portent des programmes écologistes et sociaux. Et ce sont ces femmes-là qui, aujourd'hui, tiennent les rênes des pays et qui réforment complètement le rapport à la politique. Je pensais qu'il y a Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Exactement, mais on le voit aussi dans les pays du Nord, avec la Finlande, l'Islande, où des femmes arrivent avec des programmes qui portent quand même des accents de changement profond, radicaux, et qui arrivent à le faire, et en plus en pacifiant les pays. Et donc je crois que c'est le moment de cela. Voilà. Et est-ce que c'est dur d'assumer une ambition politique quand on est une femme ? Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit sortir du bois et échanger. Et en tous les cas, pour moi, ça n'est pas dur de le dire. Oui, je veux être présidente de la République française. En 2016, vous étiez une des femmes qui, dans Mediapart d'ailleurs, avait révélé avoir subi des agressions et harcèlements sexuels de la part de Denis Baupin, alors vice-président écologiste de l'Assemblée nationale. C'était sous la plume de Lénaïque Bredou, cet article, on s'en souvient. Vous aviez ensuite pris du champ avec Europe Écologie Les Verts. Denis Baupin vous a attaqué, vous et d'autres, en diffamation. Il a même attaqué en diffamation Mediapart et France Inter. Il a été débouté de ses demandes. Ce long épisode, qu'on imagine violent, il a changé quoi en vous ? Il a changé beaucoup de choses. Il a fait que j'ai arrêté la politique pendant 3 ans et que je me suis consacrée au monde associatif, que j'ai fondé une association, que nous nous sommes entraidés entre femmes victimes de violences sexuelles, que j'ai rencontré des femmes absolument incroyables et une force inouïe de ces parcours. Et puis, c'est aussi grâce à toutes ces femmes, parce que sans doute les ai-je un peu aidées en créant l'association, mais en tous les cas, elles m'ont beaucoup aidée aussi. Et c'est sans doute grâce à toutes ces femmes qu'aujourd'hui, je me dis qu'il faut donner... on ne doit pas, ça c'est Martin Luther King qui le dit, mais on ne doit pas demander l'égalité, mais on doit l'arracher, et que le moment est à ça, oui.
Est-ce qu'on vous a fait payer, est-ce que de façon générale on fait payer le prix aux femmes qui prennent la parole? Vous, dans votre cas, vous avez estimé qu'il y a au moins un moment, après cette affaire Baupin, où ça a été le cas, lorsque vous êtes portée candidate en 2019 à la direction de Sciences Po Lille, institution où vous exercez depuis longtemps. Pour resituer, c'était une campagne où vous parliez de beaucoup de choses, mais aussi de lutte contre les violences sexuelles. C'était d'ailleurs une partie importante de votre programme. Vous aviez remporté à l'époque le vote des étudiants et il y avait 2 personnes en face de vous, membres du conseil d'administration de Sciences Po Lille, qui ont voté contre votre nomination. Qui sont-ils? Olivier Duhamel et Gérald Darmanin. Et alors je dois préciser sur le vote étudiant que c'était un vote consultatif en amont qui a été arrêté en cours précisément parce que voilà, il s'y passait des choses. Et oui, Olivier Duhamel et Gérald Darmanin. Donc Olivier Duhamel, ancien président de la Fondation des sciences politiques, oui, qui est au cœur du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, accusé d'inceste, et Gérald Darmanin, accusé par 2 femmes d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Oui, et Gérald Darmanin a récidivé à l'IRA quand j'ai candidaté à l'Institut régional d'administration, où il a de nouveau mis un veto au fait que j'ai le poste, alors que j'étais que je faisais partie, enfin que j'étais la dernière en lice pour avoir ce poste. Et ce que je veux dire par là, et ce qu'il est important de noter, c'est que le parcours des femmes victimes de violences sexuelles, et quand elles parlent de violences sexuelles, ne s'arrête pas au moment où elles parlent. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a tout un tas d'hommes qui n'ont aucun intérêt à ce que ce sujet soit porté et à ce que ces femmes, et moi en l'occurrence, mais parmi plein d'autres, nous poursuivions notre parcours normalement. Donc c'était un Ceci dit, je coup vais vous d'arrêt. dire... C'était une volonté pour vous l'avez vu comme vraiment une volonté de ne pas entendre ce que vous disiez, de vous faire payer quelque chose? Mais je pense que c'était même pas de me faire payer, c'était de faire barrage, mais ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, Olivier Duhamel, par exemple, transmet des mails pour continuer à faire en sorte que je sois en difficulté. Mais, encore aujourd'hui, là? Mais bien sûr, encore aujourd'hui, là. Mais ça, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas dans un monde de moutons gentils, voilà, et que ces personnes-là sont des personnes qui s'assurent leur impunité et qui se l'assurent de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. Et donc, oui, aujourd'hui, il est problématique que l'on ait au ministère de l'Intérieur un homme qui non seulement est accusé de viol, même s'il y a la présomption d'innocence, mais qui, en plus, fait tout pour intimider des femmes qui se battent contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est un problème éthique, c'est un problème démocratique, et ça fait partie des choses qui m'ont convaincue de revenir en politique. Je vais vous dire, donc je ne suis pas sûre que son calcul soit le bon en l'occurrence, parce que quand il y a eu le remaniement ministériel, et que alors que Emmanuel Macron était le président qui était en fonction quand MeToo a explosé, et que après ce mouvement-là, on ne savait pas qu'il y aurait d'autres épisodes après, mais qu'après ce grand mouvement MeToo mondial, eh bien, il y a un remaniement ministériel. Et que ce mouvement MeToo dise on n'arrive pas à déposer plainte à la police, on n'arrive pas à avoir justice, et qu'à la justice, on a Éric Dupond-Moretti qui a défendu toutes les personnes accusées de viol un peu célèbres, et Gérald Darmanin en chef des policiers, c'est un problème. Et c'est un problème démocratique. Et quand Emmanuel Macron dit je crains une candidature populiste, etc., moi j'ai envie de lui dire craignez, Monsieur le Président, la colère des femmes, parce qu'elle est là, la colère des femmes. Et elle est présente, et elle est en train de s'organiser. Petite question, pour revenir rapidement sur la primaire, parce que c'est encore tôt dans la primaire, mais qu'est-ce qui vous distingue des 2 autres candidats, Éric Piolle, Yannick Jadot? Le fait que vous êtes une femme, certainement, mais quelles sont les autres différences? Sur quoi vous allez essayer de marquer la différence? Déjà, sur la question de la radicalité environnementale dont je vous parlais, le fait que ça questionne profondément notre système économique, notre système libéral, qu'il nous faut des règles, il nous faut une régulation de ce système économique, et une régulation qui soit contraignante,
parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils s'auto-organisent pour protéger la planète. Enfin, je n'y crois pas tellement. Et donc, ça, par exemple, ça fait partie des lignes de différence entre nous, voire de fracture. Et puis, il y a aussi cette espèce de connexion avec les mouvements sociaux dont je parlais. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes... Là, je suis allée défiler dans la rue pour le 8 mars. Toutes les personnes qui étaient là ne se reconnaissent pas forcément dans la forme partidaire et ne se reconnaissent pas forcément dans des parcours politiques qui sont trop formatés par justement cette forme partidaire, les élections, etc. Tous les partis en France étant dirigés de gauche par des hommes. Par des hommes, mais bien sûr. Tous les partis de gauche sont dirigés par des hommes. Et je pense que la plupart des responsables aux élections sont des hommes, bien sûr. Et c'est ça. Enfin, là, je crois qu'il faut entendre la terre qui tremble. Elle tremble. Alors, en parlant de terre qui tombe, justement, on va revenir un peu en arrière. Ce vendredi soir, c'est la 46e cérémonie des Césars. Et il y a un an, les Césars, c'était juste avant l'explosion de cette pandémie et le premier confinement. Mais il y avait eu une autre explosion ce soir-là, une cérémonie particulière, très politique, avec le départ remarqué d'Adèle Haenel à l'annonce du César du meilleur réalisateur pour Roman Polanski. La honte en tant que telle. Et puis, il y avait eu aussi ce discours de l'actrice Aïssa Maïga. Plus de 2 décennies que, à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une, dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Alors je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter, hein, voilà, mais là j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique ce soir, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris. Oui, 12 comme le nombre de nominations que Roman Polanski, accusé de viol sur mineur, avait eu ce soir-là. Sandrine Rousseau, quelques jours après cette cérémonie des Césars, la romancière Virginie Despentes avait résumé un peu ce moment d'une formule « on se lève et on se casse ». Depuis, il y a eu beaucoup d'autres déflagrations, MeToo inceste, notamment à la suite de l'affaire du Hamel, on en a parlé tout à l'heure, d'autres affaires de violences sexuelles révélées. Est-ce qu'on est en train de vivre... à retardement, à MeToo à la française, nous aussi? Est-ce que l'ampleur de cette déflagration, de cette colère des femmes dont vous parlez? Là, c'est pas que la colère des femmes, c'est aussi la colère des personnes racisées qui sont quand même discriminées d'une manière hallucinante en France et qui, enfin, je veux dire, on ne peut pas nier que le racisme est omniprésent en France. Quand on voit, enfin, même parmi mes étudiants, pour obtenir un stage, selon que vous porterez un nom ou un autre, vous n'aurez pas la même chance d'avoir ce stage. Enfin, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face sur la réalité sociale qu'il y a derrière. Donc, quelle force de ces femmes et quel mouvement partout, parce que, comme vous le disiez, en fait, c'est pas cantonné au César, c'est pas cantonné à la politique comme ce que nous, on a pu faire, et c'est pas cantonné non plus à l'inceste, comme on a vu avec Camille Kouchner. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, encore une fois, je ne sais pas comment le dire autrement, que nous ne voulons plus être dominés, nous ne voulons plus être violentés, nous ne le voulons plus. Et qu'à la limite, vous ne... Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous, évidemment, hein, mais que certains ne veuillent pas entendre ce cri, eh bien, qu'ils ne l'entendent pas. Mais en tous les cas, ce cri est un cri qui vient d'énormément de strates de la société aujourd'hui. Et oui, nous ne voulons plus être dominés. Et donc, nous allons faire en sorte de ne plus l'être. Et pour ne plus l'être, eh bien, ça consiste notamment à prendre le pouvoir et à devenir présidente et députée et élue dans toutes les instances, et de faire en sorte que l'Assemblée soit bien plus représentative de la société française. Enfin, là, Aïssa Maïga a compté le nombre de personnes noires dans la salle des Césars, mais elle pourrait les compter à l'Assemblée aussi. Ça n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Alors, une autre actrice très engagée, et qui l'a déjà montré d'ailleurs au César, c'est la réalisatrice Alice Diop. En 2017, elle a reçu le César du meilleur court-métrage pour son documentaire Vers la tendresse, où 4 garçons des quartiers populaires racontent leur vie amoureuse. Et lors de la cérémonie, elle avait dédié son prix aux victimes de violences policières. Je voudrais dédier ce César à d'autres jeunes garçons dont les voix portent peu, pas assez, et certains même plus du tout. Donc je voudrais dédier ce César à Théo Louaka, à Adama Traoré, à Bouna et Ziyad Lena, à Lamine Dieng, à Amin Ben Tousni, à Issam Wissam. Voilà, je suis désolée si j'ai écorché leur nom, mais c'était important pour moi de les nommer ce soir. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, elle signe le documentaire Nous, inspiré du livre de François Maspero, Les passagers du Roissy Express. Son film est une traversée du RER B du nord au sud, à la rencontre des habitants de ce qu'on appelle la banlieue. Pourquoi te filme? Parce que je suis célèbre. Parce que t'es belle. Ah bon. Un film pour lequel elle vient d'obtenir le prix du meilleur film à Berlin. Ce matin, Christophe Gueugnon et Youmni Kezou font rencontrer Alice Diop dans un cinéma bien sûr fermé du 5e arrondissement de Paris, la Filmothèque de Jean-Max et François Causse. Bonjour. Dans 3 jours, Alice Diop promettra à son tour un César. 1 an après une cérémonie qui avait, on l'a vu, bousculé l'ordre établi, elle estime qu'il y a encore du travail. Là, j'ai regardé la photographie des nommés. Voilà, c'est quand même toujours très homogène. Au-delà même du cinéma, c'est de la nécessité que nos vies, que nos histoires, que nos récits, en fait, viennent enrichir le récit national. Pour moi, c'est une question politique. Et c'est dans le champ du cinéma, dans le champ de la littérature, dans le champ du journalisme, ça participe à un même mouvement, en fait, de la nécessité de complexifier le regard que nous, Français, avons de notre propre pays, en fait, et d'une certaine manière, de se rendre compte de qui a le droit, qui a la légitimité du récit, et qui sont les récits qui nous manquent, et comment ces récits qui nous manquent, en fait, sont un manque dans la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Donc son film, c'est une série de portraits le long de la ligne B du RER, directement inspirée du travail de François Maspero en 1990. Elle nous a expliqué sa démarche dans ce film. Ce qui était très important pour moi, c'est que je ne voulais pas réduire en fait la démarche de Maspero à une méthode sociologique, et donc d'enfermer des gens, et que les gens soient des porte-parole soit des archétypes sociaux, ou soit des porte-parole de leurs conditions. Ça, je voulais pas du tout. Ça, c'est vraiment parce qu'encore une fois, voilà, c'est un livre, c'est de la littérature, c'est vraiment pas un ouvrage sociologique. Et pour moi, en faire un ouvrage sociologique, c'était presque dénaturer le message et presque la poésie et la poésie politique du livre, en fait. Et du coup, moi, je savais que je voulais pas faire ça, donc une compilation de gens qui étaient censés représenter un archétype social. J'ai passé quasiment un mois à randonner entre Sevran-Bedotte, on va dire, et Saint-Denis. Personne ne marche en banlieue, personne ne randonne, personne ne va voir ces lieux parce que pour la beauté d'aller y voir. La banlieue, on la quitte, on part d'un point A à un point B, on va vers Paris, mais on ne randonne pas. Donc je pense que la manière ma façon d'arpenter les lieux m'a sans doute rendu beaucoup plus disponible à la rencontre. Et j'étais très étonnée de la manière très naturelle et très simple avec laquelle les gens venaient se déposer quelque chose, venaient se confier à moi. Une interview intégrale à retrouver ce soir sur Mediapart. Le film s'appelle Nous. Il fera l'ouverture ce vendredi 12 du Cinéma du Réel, le festival de documentaires du Centre Pompidou qui a lieu en ligne et dont Mediapart est partenaire. Sandrine Rousseau-Alice Diop dit complexifier le regard que nous portons sur notre propre pays. Elle parle aussi de savoir qui a la légitimité du récit. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça ne m'inspire que du bien. Évidemment qu'il faut complexifier notre regard. Évidemment qu'il faut montrer tous les visages et tous les récits et toutes les vies. Là, je me disais en regardant cet extrait que qui prend le RER le matin pour venir dans les centres-villes et qui servent-ils? À quoi servent ces emplois? Pour qui sont-ils? Et donc on ne peut pas nier non seulement les discriminations, mais les rapports sociaux qu'il y a derrière. Et donc, oui, il faut regarder notre monde du point de vue des dominés et du point de vue des dominants sans doute aussi, mais aussi du point de vue des dominés. On ne peut pas ignorer le fait, la réalité de vie des personnes de ces quartiers, mais des femmes. Voilà. Et c'est en ça qu'il faut qu'on s'allie et qu'on réussisse à agréger tous ces mouvements-là, parce qu'on ne peut plus se laisser guider notre vie comme ça, on ne peut plus se laisser abîmer nos corps de cette manière-là. Parce que ce qui n'est pas dit là dans l'extrait, mais c'est sans doute qu'il y a 2 heures de trajet pour aller sur un emploi qui probablement est précaire et qui probablement n'est pas à temps plein, donc à temps partiel. Et qu'en plus, ils arrivent et qu'ils subissent probablement quelques remarques racistes. C'est quoi cette France ? Comment vous allez mener cette campagne justement pour susciter ce mouvement, cet élan? Il y a beaucoup d'activistes partout. Il y a des gens qui soutiennent ce combat, qui n'en font pas forcément, qui ne disent pas forcément que ça peut se traduire dans la politique, surtout pas dans le paysage politique qu'il est aujourd'hui. Comment vous allez faire campagne? Je vais faire campagne
avec ces personnes, avec ces têtes de réseau, pour que ce soit leur regard aussi qui soit porté. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas porter un autre regard que celui qui est le mien, et je peux essayer de déconstruire mon regard. Mais à la fin, il faut aussi qu'il y ait d'autres regards qui soient portés. Et c'est cette campagne-là que je souhaite mener, de cette pluralité de regards et de cette multiplicité des regards, et qu'enfin, on voit la France telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un prisme à multifacettes, mais avec une face qui domine les autres, et qu'on retrouve un peu la magie de ces multiples facettes, et aussi qu'on leur redonne une place digne, respectueuse dans la société. Toute dernière question, je vous ai demandé avant de cette émission de citer 3 références personnelles, soit des événements, soit des personnalités, et vous m'avez dit Vandana Shiva, Martin Luther King. Bon, voilà, ça, on peut voir des figures du militantisme, et ça, c'est pas du tout une critique, non, c'est des grandes figures, mais vous m'avez aussi cité votre mère en quelques mots. Pourquoi ? Parce que déjà, ma mère était une militante, et que c'était une militante de toute sa vie, et que je pense qu'elle m'a transmis cette volonté de militer et de vouloir changer le monde, qu'elle-même avait subi des violences, et qu'en plus, à la fin de sa vie, elle est décédée d'un cancer interminable, et qu'on ne lui a pas laissé la possibilité de mourir dignement, et que, quelque part, je lui ai fait la promesse ce jour-là que je me battrai aussi pour qu'on ait des libertés jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, et qu'on soit respecté en tant qu'humain jusqu'à son dernier souffle. Merci Sandrine Rousseau, vous êtes candidate, je l'ai dit, à la primaire écologiste qui aura lieu fin septembre 2021. On se reverra probablement d'ici là, vous et les autres candidats à cette primaire. Vous restez avec moi si vous voulez bien pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, séance de rattrapage, on reste dans notre sujet avec une série d'articles. Donc autour du 8 mars, plusieurs articles que je vous invite à lire sur les femmes invisibles et précaires en temps de pandémie, les aides à domicile, les couturières du Covid ou cet appel à une grève féministe. Ce 8 mars, aujourd'hui, dans le monde du travail où perdurent d'immenses inégalités entre les hommes et les femmes, à signaler aussi dans le club de Mediapart notre appel à témoignages sur les inégalités hommes-femmes en temps de pandémie et ce texte de femmes citoyennes des quartiers populaires, le féminisme nous appartient, n'en déplaise, disent-elles, à celles et ceux qui considèrent que le combat féministe n'est l'affaire que des riches et ou des blancs. Ne manquez pas les articles de Laure Siegel sur la répression sanglante de la contestation en Birmanie, un mois après le coup d'état militaire. Notre correspondante à Bangkok raconte la brutalité de l'armée face aux activistes qui pratiquent la désobéissance civique à Rangoon. Des dizaines de manifestants pro-démocratie ont été assassinés. Un récit en collaboration avec les jeunes journalistes du Myanmar Project qui documentent sur place la contestation au risque de leur vie. Enfin, ce récit de Mathieu Suc, Anatomie d'un attentat déjoué de peu. À partir de ce lundi, sont jugés 3 hommes accusés d'avoir constitué la cellule dormante destinée à prendre la suite du commando du 13 novembre. On ignore la cible de l'attentat d'ampleur qu'ils préparaient. C'était peut-être l'Euro de football. Récit au scalpel de Mathieu, comme d'habitude. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Passez une bonne soirée.